Ce soir, nous allons parler des devoirs à la maison. Un moment créatif et vivant. Oui, tout à C'est fait. l'idée. Oui. Voilà. Changer un peu l'idée qu'on se fait des devoirs. Changer l'idée qu'on se fait des devoirs. Ouais. Et donc, pour nous expliquer tout ça, pour nous parler de tout ça, Magali et F, bonsoir. Est-ce que tu peux brièvement te présenter, s'il te plaît? Oui, alors, donc Magali Ève. Donc, j'habite en Alsace, à Mulhouse, pour l'instant. Je suis devenue enseignante il y a 22 ans. Ouf. Oui, 22 ans, ouais. Voilà. En fait, auparavant, j'étais militaire. Et lorsque j'ai quitté l'armée, j'ai fait un stage en informatique. Et lors de ce stage en informatique, je pouvais choisir d'être technicienne, c'est-à-dire de monter et démonter les ordinateurs, mais moi, bof, quoi. Ou de devenir formatrice. Et donc, je suis devenue formatrice en informatique. Et là, j'ai vu que vraiment, ça me plaisait d'être dans la transmission, d'être dans ces relations humaines, ces relations avec les participants, avec les apprenants. Et puis, par contre, je ne saurais plus dire pourquoi j'ai quitté le monde des adultes, parce qu'en tant que formatrice en informatique, mon public, c'était des adultes. Et là, je me suis plutôt intéressée aux jeunes, donc je suis devenue prof en lycée. Et alors que j'étais prof en lycée, j'étais bénévole dans une association qui récupérait les enfants à la sortie de l'école et à la sortie du collège, et on leur faisait faire les devoirs. Et là, j'ai commencé à me poser des questions sur à quel âge, enfin, quel genre de public je voulais avoir. Est-ce que c'était lycée, est-ce que c'était collège ou est-ce que c'était école primaire? Et finalement, j'ai fait tous les âges, j'ai fait toutes les écoles, les 3 grands groupes, et j'ai fini comme prof en apprentissage, prof de maths et d'économie en apprentissage. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des jeunes qui ont entre 17 et 20 ans. Et moi, j'étais censée leur apprendre à faire des facturations, donc à apprendre la TVA, le hors-taxe, le TTC, faire des proportions. Et j'avais certains élèves qui ne savaient pas additionner avec retenue, qui ne savaient pas poser une addition. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. Et c'est comme ça que j'ai changé de voie, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis devenue pédagogue en école Steiner, donc dans une école alternative. Voilà. Super, joli parcours. Ouais. Et donc, lorsque tu étais prof, enseignante, est-ce que tu donnais des devoirs? Alors, en école Steiner, c'est très particulier puisqu'on garde les élèves pendant 8 ans. C'est-à-dire qu'on les accueille, ils ont 7 ans, ils entrent au CP, et on les quitte, ils ont 15 ans et ils viennent de finir le collège. Ou ils sont en train de finir le collège. Et donc, on les a d'année en année. Donc, quand j'ai des CE1, CE2, ben, c'est moi qui étais leur prof, donc je savais. Donc, quoi qu'il en soit, non, je ne suis pas très devoir, ou je n'étais pas très devoir, parce que je ne suis plus enseignante à l'école Steiner, donc je ne donnais pas de devoirs au CP. Pour moi, c'est clair que le CP, pour les enfants, c'est déjà une journée de classe, c'est déjà assez important. Et donc, quand ils rentrent, ben, c'est jouer, c'est se reposer, mais ce n'est pas de devoir. En CE1, parce que quelque part, ils sont impatients aussi d'avoir des devoirs parce qu'ils ont des grands frères, des grandes sœurs. Moi, je travaillais dans une petite école, donc j'avais plusieurs niveaux dans ma classe. Donc, ils voyaient que les plus grands avaient des devoirs et donc ils ont quelque part, quand pendant un an, ils n'en ont pas alors qu'ils sont à l'école, il y a un peu cette impatience quand ils sont au début de C1 de se dire « ça y est, on va avoir des devoirs ». Donc, je n'en donnais que le mercredi après-midi et le week-end. Quand il y a 2 jours consécutifs de classe sans après-midi libre, je ne donne pas de devoirs. Voilà. Et pour moi, les devoirs, c'était 15 minutes maximum. C'était plus histoire que l'enfant ait un devoir et qu'il prenne cette habitude d'avoir un travail à faire à la maison qu'un devoir en lui-même. Et plus il monte dans les classes, plus effectivement, je donne de devoirs. Et après, quand j'avais les collégiens, j'organisais les devoirs comme ça, c'est que je donnais les devoirs le lundi à rendre pour le lundi suivant et à eux d'organiser leur semaine comme ils voulaient. Mais le lundi, je leur donnais tout ce qu'il y aurait à faire au cours de la semaine. Et je ne donnais rien d'autre. Voilà, mon organisation de devoirs. Mais je ne suis pas très devoir, quoi qu'il en soit.
Alors, on entend souvent ce débat, les devoirs, c'est que à partir du collège, c'est interdit avant, ou sinon les devoirs, c'est que des exercices de mémorisation. Mais alors, finalement, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce qu'un devoir à la maison? Qu'est-ce qu'on entend réellement par devoir à la maison? Ça m'est difficile de définir parce que je ne suis pas prof à l'éducation nationale. Pour moi, mais ça m'appartient, pour moi, un devoir à la maison, ça permet juste de répéter, ça permet juste d'ancrer un peu plus ce qui a été fait en classe. Donc effectivement, ça peut être donner des exercices qu'on aura déjà fait en classe, enfin le même type d'exercice qu'on aura fait en classe. Et pour moi, c'est un soutien, c'est-à-dire qu'un élève qui aura quelques difficultés, ça lui permet de refaire, de répéter, et ça permet d'ancrer. Quoi qu'il en soit, pour moi, un devoir doit être cohérent par rapport à l'âge de l'enfant et surtout par rapport à ce qui aura été vu en classe. Je ne sais pas si c'est ce qui est fait ou pas. Enfin, après, je donne des cours de soutien et je vois un petit peu. Mais c'est clair que de donner un devoir quand l'enfant n'a absolument pas vu ça en classe, moi, intérieurement, ça me heurte. Voilà, parce que ce n'est pas cohérent. Mais après, chaque professeur voit ça de sa fenêtre. Pour certains professeurs, ça peut être « j'ai pas le temps durant la journée de voir ça, donc je donne à faire quelque chose qui me paraît être possible, être faisable à la maison, parce que ça me permet de boucler mon programme, par exemple. » Voilà. Donc, en fonction des matières, en fonction de l'âge, ça peut être tout à fait différent. Quoi qu'il en soit, c'est donné par un professeur et c'est à faire à la maison. Et plus généralement, selon toi, quelle est vraiment la place des devoirs à la maison dans l'enseignement, dans la pédagogie, peut-être par niveau, par âge? Quelle est la place? Alors, je ne sais pas si je vais répondre, je l'entends d'une certaine manière. Si je ne réponds pas à ta question, tu le rediras. Pour moi, la place, c'est que les devoirs ne sont pas, comment dire? Ouais, je vais m'expliquer. Une prolongation de l'école, c'est-à-dire que je ne refais pas une soirée école à la maison. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est à faire, mais je suis à la maison. Donc là, je ne suis plus quelque part un élève, mais je suis un enfant. Et puis, ce n'est pas avec ce côté un peu protocolaire, c'est je m'assois à une table, je me tiens bien droit, je ne bouge pas et je ne parle pas et je lève la main quand je dois poser une question. Non, on oublie tout ça. Quoi qu'il en soit, on est à la maison et on va créer une atmosphère maison, une atmosphère plus détente pour faire ses devoirs. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à ta question. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais. Moi, ce qui me vient, c'est un peu comme les parents qui ne rentrent pas à la maison avec les dossiers sous le bras et puis qui continuent, qui prolongent leur journée de travail. Oui, mais c'est ça, ouais. Tout à fait ça. C'est effectivement l'analogie qu'on peut faire. Un enfant, lui, après sa journée de classe qui a quand même été assez importante, où il a appris différentes choses, il rentre à la maison tous les soirs avec un dossier sous le coude. Et qu'il ait envie, qu'il soit fatigué, qu'il ait déjà la tête pleine de tout ce qu'il a appris en journée, ou de tout ce qu'il aura vécu, pas simplement appris, mais les interactions avec les élèves, ça prend aussi de la place, enfin avec les camarades de classe, ça prend aussi de la place dans le cœur et la tête de l'enfant. Et quoi qu'il en soit, oui, lui, il rentre tous les jours avec un dossier sous le coude. Donc, c'est effectivement la question de comment j'accompagne mon enfant et qu'est-ce que moi, en tant qu'adulte, j'aimerais vivre si tous les jours, je rentre avec mon dossier. Vacances incluses. Alors justement, ce soir, on parle des devoirs, un moment vivant et créatif. Dis-nous, quelle atmosphère, quelle ambiance pour faire les devoirs? Qu'est-ce qu'il doit y avoir de mis en œuvre à la maison? Alors, il doit rien, mais il peut, il peut beaucoup. La première chose à faire, c'est selon l'âge de l'enfant, mais qu'il soit... Alors moi, je parle essentiellement école primaire et collège. Donc, quand je dis enfant, c'est cette tranche d'âge-là. C'est de poser la question de où il a envie de faire ses devoirs. Souvent, l'école primaire, ils apprécient d'être là où la famille est, donc ça peut être dans la cuisine, dans le salon, et être isolé dans la chambre, alors que déjà pendant 7 heures, il n'a pas vu la famille, c'est un peu lourd. Alors qu'un collégien va peut-être au contraire préférer s'isoler. Mais peu importe,
Il n'y a pas de généralité, mais c'est où on a envie de les faire. Et après, quand on a choisi la pièce, si c'est dans la chambre, c'est est-ce que c'est la porte fermée, est-ce que c'est la porte ouverte pour quand même être présent à tout ce qui se passe dans la maison. Est-ce que c'est assis par terre et puis je mets mes cahiers sur la table du salon? Est-ce que c'est allongé par terre carrément? Est-ce que c'est allongé et les pieds contre le mur? Enfin, peu importe quoi. Et il n'y a pas de non, non, on apprend bien que quand on est assis, c'est je choisis un endroit où physiquement je me sens bien. Donc ça peut être est-ce qu'on met de la musique douce? Est-ce que on met est-ce que c'est le silence complet? Est-ce qu'on allume des chandelles? Est-ce qu'on allume des trucs pour faire une ambiance un peu cosy? C'est voilà. On peut mettre un grand drap sur la table et ça fait cabane et on fait les devoirs dans la cabane, peu importe. Mais créer comme ça un truc un peu différent qui casse par rapport à l'atmosphère de la classe. Et c'est l'enfant. Pour moi, c'est l'enfant qui choisit où il a envie de faire les devoirs. Et c'est pareil, on demande à l'enfant, est-ce que tu les fais seul ou est-ce que tu les fais accompagner? Et même s'il décide de les faire seul, en tant que parent, c'est quand même de rassurer l'enfant ou sans le rassurer, de lui dire, ok, tu les fais seul, mais si tu as besoin, je suis à l'écoute et je suis là. Génial. Ça donne envie de faire ses devoirs, presque. Tout à fait. Ouais. Moi, en tant que prof, mes devoirs, c'était de préparer les cours. Et c'est clair que parfois, j'appréciais d'être assise à mon bureau, mais parfois, je n'étais pas des plus motivées. Et d'aller dans un parc au soleil, d'entendre les oiseaux, d'entendre la rivière qui coule, c'est sympathique. Et de créer ce cadre, ça fait plaisir. Et par conséquent, on a plus de plaisir à se mettre au travail. Donc, les véritables ingrédients d'une ambiance détendue, c'est d'abord être à l'écoute de la façon dont l'enfant a envie de les faire. Oui, tout à fait. C'est de mettre, quoi qu'il en soit, dans les devoirs qui sont vus d'une manière souvent péjorative, souvent négative, et souvent c'est je suis obligée, et voilà, c'est d'y mettre du plaisir en fait. Et le premier ingrédient du plaisir, c'est waouh, je peux choisir où je l'ai fait, dans quelle position je l'ai fait. Alors c'est vrai que souvent les devoirs ont une mauvaise image. Est-ce que tu sais expliquer ça? De quoi ça vient? Oh ben, c'est simple. Alors, moi, la première, à partir du moment où on me dit tu dois faire ça, la première chose C'est qui le monte en doigt, moi, oui, c'est ça. le premier truc qui monte en moi, c'est de dire oh ben non, hein, là. Or, comment ça s'appelle? Ça s'appelle des devoirs. Et le verbe devoir, il se conjugue à je dois, tu dois, il doit. Voilà, donc derrière ce mot devoir, il y a vraiment cette connotation d'obligation, de soumission quelque part, d'absence de liberté. Et on a tous notre côté, ça réveille un peu notre côté rebelle, quoi. Donc il y a ça, il y a le fait que je pense qu'on est aussi sacrément nombreux à avoir vécu ça, et je vois qu'à l'heure actuelle, moi les élèves collégiens que je suis, c'est exactement la même chose, de la quantité que je trouve relativement phénoménale de devoirs. C'est-à-dire qu'un collégien, il peut avoir 2 heures de devoirs après avoir fait une journée de 7 heures, donc ça fait 9 heures de travail. Il n'y a que les Suisses pour travailler comme ça. Nous, les Français, on ne travaille pas 9 heures, 5 jours par semaine. Enfin, voilà. Mais il y a ça, il y a ce côté-là, il y a ce que nous, on va véhiculer à l'enfance, il y a nos souvenirs d'enfance, de devoirs. J'ai eu beau apprendre avec facilité, mais l'école m'a longtemps ennuyée. Et d'apprendre les trucs, ça me barbait vraiment. Je veux dire, une fois, je devais être en C2 ou CM1, il fallait que j'apprenne les chiffres romains. Je me dis, mais ça fait des années maintenant que je calcule avec les chiffres arabes, pourquoi j'apprendrais les chiffres romains? Mais j'ai passé, dans mon souvenir, pas mal d'heures sur la table de la cuisine à faire ces satanés chiffres romains. Donc voilà, et donc ça, le risque, c'est, moi j'ai cette image en tant qu'adulte assez négative des devoirs, et quand mon enfant va venir en disant j'ai des devoirs, intérieurement je vais oh non, et j'ai beau faire un sourire, l'enfant lui va capter ces vibrations un peu, voilà. Et après, l'autre chose qui peut être néfaste, c'est le manque de cohérence. Les enfants ont beau être jeunes, école primaire comme collège, si c'est pas cohérent, ça donne pas envie. C'est pourquoi est-ce que je ferai
alors que, voilà, j'ai pas l'impression que mon prof, il s'oblige à faire quelque chose. J'ai pas, voilà. Moi, je sais que j'avais discuté avec ma classe par rapport aux devoirs et je leur disais que moi aussi, j'ai des devoirs. Préparer les cours, pour moi, c'est des Et devoirs. ouais, c'est les devoirs du prof. Ouais, voilà, corriger moi, je suis très rédaction, donc je leur demandais chaque week-end d'écrire une histoire. Et quand je leur disais, quand je vous dis 10 lignes et que vous en écrivez 3 pages, là, pour moi, vous me donnez un sacré devoir. Parce que j'ai 3 pages de lecture à faire au lieu d'avoir 10 lignes. Voilà. Donc, on en avait ri. Et ça les amusait de savoir qu'eux me donnaient des devoirs et que moi, je leur donnais des devoirs. On faisait un échange de devoirs. À t'écouter, apparemment, on peut changer cette image mauvaise des devoirs à la fois auprès des enfants et des parents. Dis-nous ce que l'on peut apporter aux devoirs. Alors, voilà, maintenant, concrètement, pour que ça devienne un moment créatif, vivant, explique-nous tout. Alors, quoi qu'il en soit, quand on doit faire quelque chose, l'ingrédient pour moi, mais alors pareil, ça m'appartient, l'ingrédient magique, c'est le plaisir. C'est-à-dire d'apporter du plaisir dans quelque chose qui, au départ, a une connotation plutôt de déplaisir. Donc, ça peut être, dans une certaine interaction, ça peut être le parent et l'élève, l'enfant et le professeur, et ça va être l'enfant qui va expliquer à son parent comment il faut faire les choses, mais sous forme de jeu. Ça, je trouve que c'est un des ingrédients qui peut être sympathique, simplement pour éviter quand l'enfant vient en disant j'ai pas compris, et là ça monte en réflexe, l'enfant qui va dire ben, explique-moi ce que tu n'as pas compris. Tu fais oui, mais sauf que l'enfant ne peut pas expliquer puisqu'il ne l'a pas compris. Et là souvent ça commence un petit peu, oui mais dis-moi, c'est comment veux-tu que je t'explique si tu ne me dis pas ce que tu n'as pas compris. Et là ça monte en mayonnaise et voilà. Donc, ça peut être une façon ludique de dire, OK, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école? Allez, j'ai ton âge et puis c'est toi la maîtresse. Dis-moi un peu ce que tu as. Donc, ça, c'est bon pour l'école primaire. C'est clair qu'à un collégien, si on lui parle comme ça ne va pas trop le faire. Mais, et après, c'est de mettre de la vivance, c'est de mettre du concret. Alors, c'est clair, là, j'entends les parents de loin qui vont dire, non, mais attendez, nous, on n'est pas pédagogue. On a aussi nos 7 heures, nos 8 heures de travail derrière nous. On est aussi fatigué. Mais c'est tout de même important d'y mettre une touche créative. Donc, ça peut être utiliser des objets quand on fait du calcul, utiliser des couleurs quand on met du français. Ça peut être, justement, on va mettre une musique. Alors, moi, je préconise plutôt une musique sans paroles parce que sinon, on aura tendance à écouter les paroles. Mais on peut mettre une musique et ça va être, tiens, je vais réciter ma leçon sur cette musique-là. Moi, je sais que par exemple, avec les élèves, on le faisait. Je leur donnais une poésie, par exemple, où on a chanté, ça, je m'étais éclatée avec les élèves, on avait chanté La Mère Michel, mais ils le prenaient sur un air de musique qu'ils adoraient. Et La Mère Michel en rap, c'était excellent. Je veux bien le croire. Mais ça peut être ça, ça peut être ça. C'est l'enfant qui apprend ses tables de multiplication, on va le faire avec lui. Et on peut le faire en sautant, on peut le faire en sautant à la corde, on peut les réciter avec lui. Et pour les collégiens, ce qui peut être très sympa aussi, c'est quand ils apprennent quelque chose, de partager notre propre expérience, comment c'était pour nous quand on était au collège. Mais quoi qu'il en soit, avant tous ces conseils-là, le premier truc, c'est créer un lien avec l'enfant, qui est un lien affectif. Le lien affectif, il y est forcément il y est entre parents et enfants. Sauf que là, au milieu de ce lien, il y a les devoirs. Avec le parent qui a eu son vécu comme devoir et l'enfant, et chacun sa fatigue de sa journée, chacun aussi ses obligations, c'est-à-dire le devoir du parent qui est de préparer le repas, de faire en sorte que la maison soit propre, que les vêtements aussi soient... Voilà. Et c'est comment on se lie, comment on crée un lien et on crée une interaction entre nous et par le jeu, vraiment de la légèreté et du jeu. Donc là, effectivement, ça demande quelque part de la créativité. Ça demande un peu d'imagination. Et l'une des choses, c'est qu'on peut aussi, en tant que parent, se dire, tiens, et si je me mets dans les baskets de mon enfant, comment j'aimerais bien qu'on me dise les choses? Qu'est-ce que j'aimerais entendre là maintenant?
Voilà. Je suis partie un peu dans tous les sens. Mais, Vas-y. Non, c'est intéressant, continue. ouais, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment le premier truc, c'est de dire j'y mets Plaisir. du plaisir. Ouais. Le plaisir. J'y mets du plaisir. Et après, d'y mettre de la couleur. Les enfants aiment la couleur. Et ça crée aussi des rapports, pas des rapports, pardon. Je ne vais pas trouver le mot. Je ne vais pas trouver. Ah, ça m'agace quand je suis comme ça. Ça va Non, mais... revenir, ça va revenir. Ouais. Un repère, voilà. Les couleurs permettent un repère ou ouais. Tu as parlé plusieurs fois de parents-enfants. Est-ce que ça doit être systématiquement fait avec les deux et est-ce qu'on ne risque pas à un moment donné de changer les rôles? C'est-à-dire, est-ce que le parent ne risque pas de devenir enseignant et puis l'enfant qui est à la maison de rester élève? Est-ce qu'il n'y a pas un mélange des genres? Oui, mais c'est justement l'écueil à éviter. C'est que le parent reste le parent et l'enfant reste l'enfant. Il est élève quand il est à l'école et en face de lui, il a un professeur. Mais en aucun cas, souvent à l'école primaire, peut-être moins au collège, mais à l'école primaire, les enfants le disent, c'est non, c'est pas comme ça que la maîtresse m'a dit ou c'est pas comme ça que le maître m'a dit. Et ils ne veulent pas de ce rôle-là. Un collégien, on peut lui dire, ben voilà, toi tu as appris comme ça, mais moi cette méthode-là, je la connais pas, donc moi je vais te montrer comment moi j'ai appris. Et ça reste moi, en tant que parent. Et je ne suis pas prof et je ne me mets pas à la place du prof et je ne veux pas t'apprendre ma méthode sous prétexte qu'elle est mieux. Non, c'est je te montre comment moi j'ai appris parce que ça, je sais faire comme ça et c'est tout. Mais c'est important que chacun reste à sa place parce que voilà, après ce qu'on risque, c'est que la maison devient une seconde école et c'est vraiment pas ce qu'on veut pour l'enfant. La maison, c'est la maison et l'école, c'est l'école. Donc, c'est que chacun reste à sa place, mais en sachant que voilà, on a ce tronc commun qui est de faire les devoirs ensemble. Mais après, ce n'est pas obligé. Moi, il y a une famille que j'accompagnais où c'est devenu tellement conflictuel entre la maman et l'enfant qu'on a posé un contrat. Et le contrat, c'était l'enfant les fait seul et assume les conséquences. C'est-à-dire s'il ne veut pas les faire, bon, il était en CM2, mais c'était s'il ne voulait pas les faire, il assumait les conséquences. Donc, on a vu ensemble quelles pouvaient être les conséquences s'il ne faisait pas les devoirs. Et par contre, il demandait de l'aide s'il y avait besoin. Et on voyait à qui il pouvait demander de l'aide. Et on a vu avec la maman que si pour elle, quand son enfant venait demander de l'aide et que c'était trop, c'était aussi à elle de lui dire « pas maintenant, là, je ne peux pas. Je suis trop fatiguée, j'ai des choses à faire. » Donc voilà. Et on reporte quelque part le rendez-vous parce que l'enfant a besoin d'aide, mais à un moment où c'est OK pour les deux. Donc ça peut être après le repas parce que voilà, comme ça, le repas est fait, tout le monde est rassasié et tout le monde s'est un peu reposé et c'est de dire, bon ben voilà, à 20h, c'est peut-être un peu tard, mais ça vaut mieux que dans l'écrit à 18h30. Il y a le goûter aussi à caler dans tout ça. Oui, mais ça, il n'y a pas de règle universelle. Déjà parce que chaque enfant rentre à différents moments à la maison. Mais quoi qu'il en soit, c'est important que l'enfant ait un moment de détente. Et pareil, peu importe que ce soit école ou collège, qu'il y ait un moment de coupure. C'est comme nous, en tant qu'adultes, on a aussi besoin d'un sas entre la journée de travail et la maison. On a besoin d'un sas de décompression. L'enfant est exactement identique à nous. Il a aussi besoin de ce sas de décompression. Donc, il y a besoin, quoi qu'il en soit, d'un moment de détente. Et on peut se mettre d'accord, c'est-à-dire, on va dire, c'est 20 minutes de détente, mais quoi qu'il en soit, dans 20 minutes, on fait les devoirs. Et là, c'est bien de prendre un time timer ou de prendre les minuteurs de cuisine. Ça sonne et quand ça sonne, le jeu est terminé, pas terminé, il y a les devoirs. Et on se met d'accord avec l'enfant. Faut pas croire que alors ce truc de l'enfant roi, je suis pas d'accord, mais on négocie. Et négocier, ça veut dire c'est ok pour toi en tant qu'enfant et c'est ok pour moi en tant qu'adulte. L'enfant roi, c'est l'enfant qui décide et moi je suis pas ok en tant que parent, mais je fais quand même. Mais là, c'est je négocie. Et si l'enfant dit ouais, mais moi 20 minutes c'est pas assez, je préférerais 30,
L'adulte sait ce qu'il y a derrière. Et l'adulte peut dire, oui, mais regarde, si on fait 30 minutes de pause, après tes devoirs, ça te prend, je sais pas, imaginons 45 minutes, il sera déjà cette heure-là. Et pour moi, ça fait un peu tard pour préparer le repas ou n'importe quoi. Mais c'est vraiment, je négocie et il y a un temps de détente, un temps de travail. Après. Et c'est pareil, le temps de travail, on peut dire pour les petits, c'est par exemple 20 minutes de travail et on refait 10 minutes de pause. Et on reprend 20 minutes de travail, 10 minutes de pause. Mais de prendre vraiment un truc qui sonne et quand ça sonne, pareil, l'exercice n'est pas fini, ça sonne, mais on va en détente et quand ça sonne, on reprend le travail. Et j'ai oublié quelle était la question. Mais voilà, ouais, si c'était le rôle de parent et d'enfant, c'est vraiment, on reste dans la relation parent-enfant. C'est ça qui crée souvent le conflit, c'est qu'il y a un enfant qui a en face de lui un parent qui joue le prof et là, ça ne lui va pas du tout. Et, ou inversement, c'est un enfant qui se prend pour un élève, bon, ça c'est un peu plus rare, et en face, il a des parents, mais on est sur la même longueur parent-enfant. On est dans cette relation-là. D'autant plus que c'est les devoirs à la maison. On n'est plus, à l'école. Ouais, donc, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle on peut les faire d'une manière tout à fait différente de l'école. Et je dirais même c'est presque primordial de les faire d'une manière différente de l'école. Tu nous as expliqué que tu venais d'une pédagogie alternative, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Et dans ton discours, on entend beaucoup de bienveillance, d'écoute, privilégier ce que souhaite l'enfant au départ. Est-ce que ça ne sera pas trop en décalage avec ce qu'on entend et ce qu'on voit dans l'éducation nationale pour les enfants qui sont scolarisés dans le public? Quoi qu'il en soit, les règles à la maison restent à la maison. C'est-à-dire qu'il peut, et l'enfant est tout à fait, même très jeune, même dès le CP, faire la distinction entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à la maison. Et je peux travailler d'une certaine manière à l'école et travailler d'une autre manière à la maison. Là où il ne faut pas perdre les enfants, c'est s'ils apprennent avec une certaine méthodologie et moi j'arrive avec une autre méthodologie. Ou si, alors donc là moi je suis prof à domicile, donc je soutiens des enfants au domicile. Si moi j'arrive, j'ai mon code couleur. Donc le verbe est en rouge, l'adjectif est en orange, le nom est en bleu. Et si j'arrive et j'impose ça à l'enfant, alors que lui à l'école, il a appris que le nom est vert, que le verbe est jaune, enfin souvent le verbe il est rouge, ça va, on tombe d'accord. Non, c'est je m'adapte quoi qu'il en soit, par exemple au code couleur. Je m'adapte à la méthodologie de l'enfant. Mais pour tout le reste, là je peux changer. Et si l'enfant ne comprend pas avec la façon dont il a appris à l'école, forcément, enfin, c'est hyper important de prendre un autre chemin pour l'enfant. Je veux dire, on peut lui répéter 15 fois la même chose, mais si on emprunte tout le temps le même chemin et que lui n'arrive pas ce chemin-là, il est trop raide pour lui, ça ne sert à rien. Mais par contre, c'est vraiment important d'y mettre la forme et de dire, je peux t'expliquer comment moi j'ai appris, comment moi je sais faire, et c'est ma méthode. Et on fait comme ça, par exemple, ça peut être, on fait comme ça pour ce soir, parce que tu as ton exercice à faire et demain, redemande à la maîtresse ou redemande au professeur de t'expliquer. Mais là, pour ce soir, pour faire les devoirs, on peut faire comme ça. Mais l'ambiance à la maison, c'est l'ambiance à la maison. L'éducation nationale n'est absolument pas concernée par ça. Voilà. Non, puis après, j'ai aussi ma méthodologie avec les enfants et quelque part, ma façon d'enseigner ou ma façon de faire les devoirs différente est appréciée par les parents et les enfants parce que justement, elle est différente. Et que le but, c'est que les devoirs soient faits et que c'est fait, je suis tranquille. Et, bon. Et puis, j'ai compris. C'est ça aussi. Ça soulage l'enfant quand il peut dire, ça y est, j'ai compris. Il est content comme tout. De toute façon, comme pour tous les lives, il y aura tes coordonnées et tout le monde pourra te contacter et faire les devoirs avec toi. Tu viens de dire, je peux aussi t'expliquer comment moi j'ai appris. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt à se placer élève-élève, de travailler entre pairs? Est-ce que ça apporte quelque chose, ça? Si, ça peut. L'enfant va plus se reconnaître comme père s'il est avec un autre enfant
parce que là, ils ont le même truc. Quoi qu'il en soit, c'est papa, maman et quelque part l'adulte qui sait. Là, je parle pour l'école primaire. Après, au collège, ça switch un peu vers 12 ans, où là, tout d'un coup, l'enfant va remettre en question les savoirs de l'adulte. Mais à l'école primaire, c'est clair qu'il y a ce positionnement. Et il est important pour l'enfant, il est rassurant pour l'enfant de dire « toi, tu sais ». Et moi, je suis apprenant. Alors, ce n'est pas une question de supérieur-inférieur, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est important que l'enfant de l'école primaire puisse se reposer sur son parent et de dire si moi, je ne sais pas, si moi, je n'arrive pas, alors j'ai quelqu'un qui pourra me soutenir. Ça, c'est important. Et après, quoi qu'il en soit, on reste humble par rapport à ce que les enfants apprennent. Moi, je vois, par exemple, ce soir, j'avais une élève qui avait 120 mots invariables à apprendre pour demain. Et moi, je me suis dit, je serais incapable de les apprendre 120 mots. Enfin, voilà quoi. Donc, restons humbles par rapport à ce qu'ils ont à apprendre, parce que bien souvent, on ne tiendrait pas. Je veux dire, en une journée, il faut qu'ils apprennent des nouvelles notions en maths, en français, en histoire, en géo, en sciences, enfin, j'allais dire sciences nat, pardon, en SVT. Oui, ça a changé. Et toutes ces notions-là, demander à un adulte d'apprendre le chinois, l'italien, d'apprendre à cuisiner s'il ne sait pas cuisiner, d'apprendre à jardiner, c'est un peu ça, quoi. Donc, restons très humbles. Quoi qu'il en soit, école primaire, c'est bien ce positionnement, mais pas pour écraser, vraiment pour que l'enfant puisse se reposer sur l'adulte. Et après, effectivement, au collège, on est plus d'égal à égal. Et on est plus dans la discussion de moi, je suis apprenant quelque part comme toi. Donc, ça peut être aussi une méthode de dire moi, j'en sais rien, écoute, lisons ta leçon ensemble et cherchons à comprendre tous les deux. Et de jouer vraiment l'ignorant, même si je suis ingénieur et que j'ai un bac plus 10, peu importe, je peux dire non, alors ça, moi, j'ai jamais appris ça à l'école. Faisons-le ensemble. Se remettre au niveau de... Ouais. Malgré tout, parfois, il peut arriver que ça se passe mal. On va continuer un peu le live là en répondant aux questions qui ont été posées. Mon enfant, de Delphine, mon enfant est difficile. Alors, je préfère le mettre entre guillemets parce que, bon, qu'est-ce que veut dire difficile? Comment je fais pour les devoirs? Ouais, alors moi c'est pareil, c'est un qualificatif que j'aime pas trop pour les enfants. Quoi qu'il en soit, aucun enfant n'est difficile. L'enfant peut avoir des difficultés d'apprentissage, l'enfant peut avoir des problèmes de motivation, mais il n'est pas difficile. Tout enfant, que ce soit un écolier ou un collégien, a envie de faire plaisir. Il a envie que papa et maman soient contents de lui, soient fiers de lui. Donc, il a envie de faire plaisir, mais parfois, ça coince. La grosse difficulté, je dirais, alors je ne sais pas quelle était la difficulté de Delphine, mais je dirais la plus grosse difficulté, c'est la motivation. Quand un enfant a des problèmes de compréhension, on peut toujours trouver un autre chemin pour y parvenir. Ça va. Les problèmes de mémorisation, ça peut être aussi un souci, mais c'est pareil. La répétition fait que ça rentre dans la mémoire. Et pareil, on peut trouver des petits cartons, on peut trouver plein d'astuces pour que l'enfant mémorise. Un enfant qui est totalement désintéressé par l'école, là, c'est plus compliqué, effectivement. Quand absolument rien n'intéresse, voilà, de lui dire, tu fais tes devoirs, ouais, mais je m'en fous. Donc, comment je fais, effectivement. Dans ces cas-là, c'est d'être honnête avec l'enfant. Ça, c'est une des premières choses. C'est de dire, voilà, on pourrait faire l'école à la maison, mais moi, je ne m'y sens pas, donc tu es à l'école. Ça, c'est la première truc. Tu pourrais être dans une école privée, mais je n'ai pas les moyens, donc tu es à l'école publique. Je suis honnête avec toi, c'est comme ça. C'est le choix que j'ai fait pour toi, et c'est comme ça. Maintenant, tu as ces devoirs, et de voir avec l'enfant pourquoi il y a des devoirs. Et pourquoi c'est important pour lui de les faire? Qu'est-ce qui risque de se passer s'il ne les fait pas? Et essayer de voir avec lui, ok, ça ne t'intéresse pas. Qu'est-ce qui t'intéresserait de faire? Donc, je ne sais pas, moi, j'avais un élève comme ça que rien n'intéressait. Par contre, il était passionné par les requins. Mais vraiment, la passion. Et donc, je lui disais,
quand j'arrivais, je disais, allez, vas-y, raconte-moi la vie d'un requin. Donc, il connaissait X requins, voilà. Et donc, c'était, ben voilà, toi, tu m'apprends quelque chose et maintenant, ben moi, je vais t'apprendre quelque chose. On fait un échange, en fait. Mais essayez, je l'ai dit tout à l'heure, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment ce lien affectif. J'y vais pas à la confrontation. Mon enfant, je le considère. Alors déjà, essayer de casser cette image de mon enfant est difficile. Et me dire, mon enfant fait du mieux qu'il peut et là, il a atteint les limites de ce qu'il peut faire. Donc maintenant, comment je vais là où il est, parce que je vais chercher l'enfant là où il est, puis je ne parle pas de place physique, hein, mais je vais là où il est en maturité, dans ses goûts. Je vais là où il est et je l'emmène là où il doit aller, entre guillemets. Donc voilà, ça peut être ça. Ça peut être qu'est-ce que t'aimes? Ok, alors est-ce que ça dit on fait les devoirs et après on va regarder sur Internet, on va regarder un livre, ou voilà. Mais de nourrir ce qui lui plaît et ça fait avaler un petit peu la pilule. Et, euh, et après, on peut utiliser, tous les enfants ont quelque chose qui leur plaît vraiment. Donc, si par exemple, il y en a un qui est passionné de pâtisserie, ben, on peut utiliser la pâtisserie pour faire de la lecture parce qu'on va lire une recette de cuisine. On ne lit pas le livre qui a été demandé par le professeur, mais on lit une recette de cuisine. Ça reste de la lecture. Voilà. Et les recettes, c'est pas mal les proportions aussi, ce genre de... Oui, voilà, on fait des maths aussi en même temps. Mais ça peut être, on va visiter un musée sur un truc qui plaît, et là aussi, c'est... On en revient au plaisir. Ouais, ouais. Mais il y a vraiment aussi ce côté cohérent. Je vais donner un autre exemple. J'avais pendant le confinement, un élève qui était en CE2, il fallait apprendre les soustractions avec retenue. Le truc, c'est que cet élève-là, je lui donnais l'opération, il la faisait de tête. Et là, tu fais, ben, je ne vais pas te demander de la poser puisque tu l'as fait de tête. Donc là, pour moi, ce n'était pas cohérent de lui faire les devoirs de la maîtresse tels qu'elle demandait, c'est-à-dire de poser l'opération pour qu'il apprenne. Mais en sachant que moi, derrière, je sais que ce qu'il doit apprendre, c'est comment faire pour placer les retenues. Et donc là, c'est de dire, bon, bah voilà, les devoirs de la maîtresse, tu les as fait, c'est super, mais maintenant, on va peut-être regarder autre chose et on va peut-être regarder autrement. Donc, ça peut être, on va lire, si l'enfant est, je sais pas moi, passionné d'histoire, par exemple, c'est de dire, ah, mais il s'est passé combien de temps entre telle année et telle année? Là, les chiffres vont être un peu plus compliqués, donc là, peut-être qu'on peut poser l'opération et on va faire la soustraction avec les retenues. Il faut biaiser, entre guillemets, mais il faut... Quoi en étant cohérent et sincère. Ouais, tout à fait. Ça, effectivement, la sincérité est importante et les enfants le sentent quand on n'est pas sincère. Et trouver ce qu'aime l'enfant et se servir de ça pour ancrer ses connaissances. Alors, au-delà d'ancrer les connaissances, une question de Sophie. Est-ce que si mon fils fait tous ses devoirs, il aura de meilleures notes? Non, les devoirs ne sont pas l'ingrédient magique pour les notes. Ouais. Les devoirs sont une aide, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir exercer à la maison ce qui aura été vu en classe, où il pourra approfondir des connaissances. Mais il y a un facteur qui est assez important dans les notations, qui est le facteur stress. Et donc, un enfant peut parfaitement faire ses devoirs, peut parfaitement savoir ses leçons à la maison. Et le jour de l'évaluation, quand il est en classe, il y a un truc qui fait POC là-haut et il ne se passe plus rien. Et donc là, on ne comprend pas parce que il savait sa leçon, il n'a pas fait l'évaluation. C'est une évaluation, ça peut être aussi l'enfant a appris d'une certaine manière avec certains exercices à la maison. Et le jour de l'évaluation, les exercices sont tout à fait différents. Il perd tous ses repères et puis il n'y arrive pas. Ça aide. Quoi qu'il en soit, faire les devoirs aide. Mais ce n'est pas l'ingrédient magique des bonnes évaluations. Pour rester vraiment pragmatique et par rapport au rythme de la journée, une question de Sandra. Quelle astuce auriez-vous, Magali, pour aider son enfant
à faire les devoirs lorsque l'on rentre tardivement de sa journée de travail, alors que la fatigue est présente pour chacun? Alors, quand les enfants rentrent tard, moi, ce que je préconise, c'est d'alléger au maximum les devoirs. Alors, pareil, je ne sais pas quel âge a l'enfant, mais c'est vraiment d'alléger. C'est-à-dire qu'on fait ce qui est important et on repousse par exemple, au mercredi après-midi, on repousse au week-end ce qui peut l'être. Par exemple, si c'est une lecture, moi, en tant qu'adulte, c'est moi qui vais faire la lecture. Je vais lire à l'enfant. Comme ça, au moins, il arrive en classe, il sait de quoi parle la lecture, mais ce n'est pas lui qui l'aura faite, il aura écouté. Et par contre, le week-end, quand on est reposé, là, on fait la lecture. Donc, ça va être vraiment d'alléger pour que ce temps de devoir soit le plus court possible, pour que l'enfant ait le temps quand même de souffler et de se reposer. Mais on fait les devoirs. La seule chose, c'est qu'on va les reporter à un moment où on aura plus de temps et moins de fatigue. Voilà. Ouais, et souvent, ce qu'on voit malgré tout, c'est les enseignants qui chargent et qui chargent, qui même parfois ne se concertent pas, et on se retrouve avec des contrôles ou des évaluations tout le même jour. Ouais, moi, j'ai eu une élève comme ça, j'en venais pas, elle a eu 9 évaluations dans la même semaine. Alors, on est arrivé à la fin, le moment des bulletins, et donc il faut des notes et on charge. Ça, moi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, et je pense que là, les parents peuvent jouer un rôle aussi En allant sonner auprès de l'établissement. Peut-être qu'à l'heure actuelle, on est au niveau du collège à l'heure de pronotes, du bureau numérique et autres, où donc les enfants vont chercher leurs devoirs sur Internet. Et je ne comprends pas, et j'en ai discuté avec mon frère qui est prof à l'Éducation nationale, donc on a des discussions fort sympathiques tous les deux. Et lui me disait, en tant que prof de maths, il n'a absolument pas accès aux devoirs du prof de français. C'est-à-dire l'enfant, lui, va voir la liste, mais lui ne la voit pas. Et donc, on en est encore, alors que ça fait des générations et des générations, enfin moi, à mon époque, c'était déjà comme ça, où chaque prof donne pour sa matière, ne se soucie pas de ce que donne le copain, ou le collègue de travail, on va dire, et on se retrouve avec effectivement de grandes charges de travail. Mais là, en tant que parent, on peut quand même essayer de faire quelque chose, voire peut-être avec les associations de parents d'élèves, et de montrer au professeur, au prof principal, de profiter de la rencontre parent-prof. Regardez ce soir-là tout ce qu'il y avait. Moi, j'ai connu ça avec ma fille au collège qui finissait, il y a un soir, elle finissait à 17h30, donc c'est tard. Et comme c'était sa plus grosse journée de cours, forcément, c'était la plus grosse journée de devoir. Non. Ça devrait être le contraire. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Ouais. Mais voilà, en cas d'arrivée tardive à la maison, c'est de soulager au maximum l'enfant. Donc, c'est de faire vraiment ce qui... Ça peut être d'écrire à sa place. Et les profs, quoi qu'il en soit, restent des êtres humains. Et dire, voilà, moi, ma journée de travail, on rentre, il est 20h à la maison. J'aimerais que mon enfant, à 21h30 maximum, soit au lit. Et il y a la douche et il y a le repas. Et donc, pour les devoirs, ben oui, c'est moi qui écris, mais j'écris ce que lui m'a dicté. Ça peut être ça. Et le week-end, c'est rattraper, entre guillemets. Voilà. Dans ce cadre des conjariums, j'ai bien dit, les lives et ce qui est proposé, ce sont des thérapeutes qui viennent les présenter. De quelle façon, toi, par rapport à ton expérience, tes outils, tu pourrais rassurer à la fois les parents, mais aussi les enfants par rapport aux devoirs? Rassurer. Rassurer. Ouais, c'est bien le terme que moi j'ai employé, mais apporte-nous ta réponse. Alors, moi, il y a une chose, alors je vais peut-être pas répondre, mais pour moi, c'est vraiment important de le placer, et je vais le placer maintenant parce que je vois le temps qui tourne. C'est
si en tant que parent, vous ne vous sentez pas capable, en capacité d'accompagner vos enfants pour les devoirs, vous déléguez. Alors ça, c'est primordial. Le premier truc, c'est de déléguer. Et ça peut être rassurant pour l'enfant de se dire les devoirs, je vais les faire avec quelqu'un pour qui c'est du plaisir, qui va être patient, qui sait m'expliquer, et voilà. Et pour le parent, c'est rassurant aussi de se dire c'est pris en charge par quelqu'un. Alors, pris en charge, ce n'est pas forcément par un prof que je fais venir, mais ça peut être par les grands-parents, ça peut être... Il y a souvent des associations de personnes qui sont à la retraite et qui aident les enfants, soit en se déplaçant au domicile, soit en les prenant en charge à la sortie de l'école. Ça peut être le grand frère, la grande sœur, ça peut être un voisin, une voisine, peu importe. Mais trouver quelqu'un qui a plaisir à faire ça. Et alors moi, en février, je vous aurais dit non, il faut être en présence. Après, le confinement m'a appris que non, on pouvait être présent auprès d'un enfant à écran interposé. Donc par exemple, ça peut être les grands-parents, ça peut être l'occasion pour le grand-parent de voir régulièrement son petit-fils ou sa petite-fille et de faire les devoirs. Et ça peut se faire par écran interposé, donc on n'a pas besoin de trouver quelqu'un à proximité dans la ville. Mais voilà, la première chose, c'est de déléguer. Donc, je ne sais, enfin, moi, je trouve ça assez rassurant de me dire, enfin, parce que quoi qu'il en soit, j'ai beau être prof, j'ai eu des devoirs à faire avec ma seconde fille qui ont été assez chauds. Donc voilà, et donc c'était pratique aussi de pouvoir déléguer à quelqu'un. Après, rassurer, j'ai du mal à m'imaginer quelles sont les peurs. La peur, souvent la peur du parent, c'est la peur de l'échec. C'est de dire si mon enfant ne fait pas ses devoirs, il aura des mauvaises notes et par conséquent, il ne pourra pas faire les études qu'il veut et par conséquent, il n'aura pas le métier qu'il veut et compagnie. Quoi qu'il en soit, c'est en tant que parent d'avoir confiance que l'enfant s'en sortira. Peu importe ses difficultés, peu importe qui il est, l'enfant sait. Ouais. Et ça, c'est important de développer cette confiance-là. C'est difficile. C'est difficile quand, par exemple, à la fin du CP, pour un parent, c'est oh, mon enfant ne sait pas lire. Non, ça ne va pas. Il faut absolument qu'il sache lire. Non, il saura à un moment. À un moment, il y aura un déclic et ça se fera. Et d'avoir confiance que ce temps, il en a besoin. Ce temps où il ne sait pas lire, il en a besoin pour faire autre chose. Et voilà. Je cherche différentes peurs que peut avoir. Les peurs. Mais c'est peut-être aussi intéressant de tenir ce discours auprès des enfants qui peuvent parfois se mettre la pression, se comparer aux petits camarades. Ah oui, moi je ne sais pas lire ou je fais encore cette faute. Oui, ça c'est clair. C'est important que l'enfant entende de la part du parent qu'il a confiance. C'est de dire en tant que parent, j'ai confiance en toi que tu y arriveras. Et je sais que tu y arriveras. Le rassurer aussi l'enfant de dire que tu es un 0 ou que tu es un 20, je t'aime de la même manière. C'est pas je t'aime moins si tu as un 0 et je t'aime vachement fort si tu as un 20. Non, c'est je t'aime de la même manière, peu importe l'évaluation que tu rapportes, les notes que tu rapportes, les observations que tu as de ton prof. Voilà. Et c'est clair aussi que le rôle de l'adulte, qu'on soit professeur ou qu'on soit parent, enfin tel que là, c'est en tant que parent, c'est de soutenir l'enfant. On est juste là pour le soutenir. On est juste là pour lui montrer le chemin, mais l'enfant sait quel chemin il a à emprunter. Donc, là aussi, en tant que prof, c'est d'être humble. Je ne sais pas s'il y a des profs de l'autre côté de l'écran, mais moi, ça m'est arrivé en tant que prof de préparer mes cours d'une certaine manière en me disant ça va être tip-top, les enfants, ça va leur plaire. Et j'arrive et ma classe, ça fait un flop total. Ça ne marche pas. Mais le chemin que j'ai emprunté, c'était mon chemin. Et ce n'est pas forcément celui de l'enfant. Et nous, en tant qu'adultes, on est juste là pour aider l'enfant à trouver son propre chemin, c'est-à-dire à trouver sa propre manière d'apprendre. Et moi j'adore. Enfin, quand j'étais en formation pour être prof en école Steiner, mon tuteur m'avait dit, et ça je le garde tout le temps, et à chaque fois que je rencontre un enfant, j'ai toujours ce regard sur lui. Il m'avait dit,
quand on est face à un enfant, on ne sait jamais si on a Victor Hugo en face de nous. Et c'est vrai que j'en sais rien. Il a beau avoir 6 ans, 7 ans, 12 ans, 14 ans, il ramait comme c'est pas possible, mais si ça se trouve, c'est un futur Beethoven. Et je vais pas le casser en lui disant, écoute, tu sais pas faire les maths, secoue-toi un peu, c'est quand même pas difficile et compagnie. J'en sais rien. Mais d'avoir vraiment ce regard émerveillé sur l'enfant. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y avait des profs. En tout cas, moi, j'ai vu passer Pierre, Sandra. Merci pour ta question. D'ailleurs, elle remercie pour cette réponse. J'ai vu passer aussi, entre autres, Catherine et Inès, que tu dois connaître, une maman d'élève. Oui, tout à fait. J'ai Inès dans la classe. Ouais. Un petit mot personnel, peut-être pour finir, une touche personnelle de soutien à Inès et à son fils, si j'ai bien compris. Ah, c'est Inès. Non, Inès en parent, en tant que maman. Ah, que j'ai connue. Je suis la maman de Mohamed. Ah, ok. D'accord, effectivement, j'ai eu Mohamed en élève. Pareil, Mohamed a un certain, enfin, je ne sais pas s'il a encore, parce que je ne le suis plus, a eu un certain nombre de difficultés, mais c'est vraiment d'avoir un message positif vis-à-vis des enfants. Pour moi, ce lien affectif est vraiment très important. S'il n'y a pas de lien affectif, c'est difficile d'apprendre. Donc, il doit y avoir un lien affectif avec la personne, il doit y avoir un lien affectif, c'est mieux en tout cas s'il y a un lien affectif avec la matière. Et donc, c'est vraiment de créer cette ambiance où le lien affectif est là avec le parent et de créer aussi cette ambiance pour que l'enfant puisse évoluer en se sentant en sécurité, en se sentant bien, en se sentant accueilli tel qu'il est. Mais quoi qu'il en soit, Mohamed est un super jeune. Ouais. Ah ouais. Et je ne doute pas non plus de ses capacités. C'est un peu... Alors, ça peut être... je le dis vraiment très gentiment. C'est qu'on le voit, par exemple, quelqu'un qui est aveugle va développer d'autres sens. Un enfant qui a des difficultés scolaires va développer aussi d'autres choses. Et des choses que je trouve magnifiques. Et moi, ce que j'ai vu en classe, c'est que souvent, les enfants qui avaient des difficultés scolaires étaient émotionnellement, humainement, mais wow. Des Beethoven. Ah ouais, des Beethoven de l'émotion. Ouais. Et c'est beau, et on en a besoin. On n'a pas besoin de 36 000 ingénieurs. Dans une classe, on n'a pas besoin de 35 ingénieurs. Non, il nous faut tout. Mais quoi qu'il en soit, de garder cette confiance que l'enfant trouvera son chemin et l'enfant s'en sortira toujours. Ouais. Très beau message. Très belle conclusion, je pense aussi. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure en live, en notre compagnie. Comme pour tous les autres lives, il reste présent sur Facebook. Sur le blog Conjarium, il y aura la vidéo qui sera postée. Au niveau du blog, on pourra continuer à poser des questions et intervenir avec toi. Il y aura toutes tes coordonnées, ton site, voilà, ce que tu voudras bien partager. Merci Magali. Mais merci à toi Vincent pour l'invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger au sujet des devoirs. Et je pense que ça redonne confiance et envie de partager en fait ce moment qui peut être privilégié presque avec son enfant. C'est l'occasion de vivre quelque chose de différent, d'intéressant, où tout le monde peut apprendre et s'enrichir. Ouais, et d'interagir. C'est pas juste je fais les devoirs, mais ça peut être s'il y a une lecture, tiens, on la lit ensemble et on peut discuter de l'histoire et s'amuser à inventer la suite. Enfin, peu importe, mais effectivement, ça peut être l'occasion de renforcer le lien aussi. Et voilà. En tout cas, oui, pour conclure, c'est lien affectif.
Il y a eu un dernier message de Véronique. Merci Véronique, j'adore, très beau conseil. À très bientôt. Oui, à bientôt. En tout cas, n'hésitez soirée. pas à poser des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.